De venir au micro. Audience, pour ceux qui n'auraient pas compris, est le maire de Châtelet et il est également premier vice-président du conseil départemental. Bien, mon cher Jean-Yves, cher Philippe, chère Véronique, mon cher Patrick, mesdames et messieurs, chers amis. Il faut bien l'avouer, l'élection présidentielle a été un coup dur pour chacun d'entre nous, avec l'élimination de notre candidat dès le premier tour et la victoire de M. Macron. Mais les scores qu'il a obtenus, 23% des suffrages au premier tour et 66% au second tour face à Marine Le Pen, avec une abstention record que nous n'avions plus atteint depuis 1969 et surtout un niveau jamais atteint de bulletins blancs et nuls, 4,5 millions, montre que cette élection n'a pas permis aux Français d'exprimer leur adhésion à un projet. Car le débat, il faut bien l'avouer, a été totalement confisqué. Donc, il faut que les législatives soient l'occasion de comparer enfin les propositions, projet contre projet. Ne vous y trompez pas. Ne vous laissez pas impressionner par la macromania qui a saisi les médias et ne cédez pas à ce coup de com' permanent. Regardez, derrière les belles images qu'on veut nous imposer, la réalité de ce nouveau pouvoir. Regardez les contradictions dans lesquelles ils s'enlisent après avoir voulu faire la leçon à tout le monde. On nous promettait la morisation de la vie publique. Et, par les mots choisis, comme tu l'as dit Philippe, en parlant de moralisation, cette promesse était déjà une injure, faite à l'immense majorité des élus de la République, dont l'honnêteté et la sincérité de l'engagement se retrouvent bafouées par l'instillation d'un soupçon généralisé, comme si tous les élus manquaient à la morale, comme si tous les élus faisaient passer leur intérêt personnel avant l'intérêt général. Qu'il y ait des manquements individuels, comme il y en a dans toutes les professions, nul ne le conteste. Qu'il soit nécessaire de préciser, de clarifier et de renforcer certaines dispositions pour mieux prévenir et éviter ces risques, tout le monde le reconnaît. Mais fallait-il vraiment jeter l'opprobre sur tous les élus? Fallait-il vraiment faire de ce sujet la mesure prioritaire du nouveau quinquennat, préalable à tout autre, comme s'il n'y avait pas de problème plus urgent à régler pour la France et pour les Français? Les révélations de ces derniers jours sur 3 ministres, et pas des moindres, montrent d'ailleurs le piège dans lequel le président s'est lui-même enfermé à vouloir, tel Saint-Just, moraliser. Il n'a fait que démoraliser un peu plus les Français. Il s'en est sans doute rendu compte, bien tardivement, puisque c'est vrai que nous avons appris cet après-midi que la loi parlerait désormais de confiance démocratique. Mais ce ne sont pas les seules manœuvres auxquelles nous avons assisté. Au moment de l'annonce des investitures pour nos élections législatives, qui auront, je l'espère, réconcilié nos citoyens avec la politique, qu'a dit M. Macron? Il a dit « aucun accord, aucun marchandage, la main sur le cœur ». Car, disait-il, c'est l'intérêt de la France, et lui seul, qui nous guide. Eh bien, mes chers amis, l'intérêt de la France, il n'a pas longtemps duré et résisté face aux intérêts partisans. Car dès le 11 mai, avant même l'investiture du nouveau président, nous avons assisté à un grand déballage public. M. Bayrou faisait part de son mécontentement face au traitement réservé à ses candidats, avec ces mots « Je ne participerai pas à une opération de recyclage du PS ». Ce moment de lucidité fut hélas bien bref,
car après une nuit de tractation d'appareils qui ont permis à M. Bayrou de récupérer les circonscriptions qu'il convoitait et de lui réserver un beau poste ministériel ainsi qu'à Mme de Sarnez, le recyclage était accepté. Quelle confiance peut-on donc accorder à cet attelage qui se déchire avant même d'avoir commencé à travailler? Cette question, on est encore plus en droit de se la poser quand on voit la composition du gouvernement. Ah, je sais bien que par les temps qui courent, il serait malvenu de rompre l'éloge unanime et d'émettre des critiques à l'encontre de cette équipe, censée incarner tout à la fois le rassemblement des compétences et une nouvelle manière de faire de la politique. Je ne m'attarderai pas sur le renouveau. Il est vrai qu'on y trouve quelques nouveaux visages, mais, mes chers amis, nous savons bien qu'un casting renouvelé ne garantit pas à lui seul l'efficacité et la réussite de l'action. Et l'on peut tout de même s'interroger sur la réalité de ce renouvellement quand on voit les principaux ministères régaliens sont détenus par qui? Gérard Collomb, qui n'a cessé d'être dans la vie politique depuis qu'il a participé à la refondation du PS dans le Rhône à la fin des années 60, par Jean-Yves Le Drian, membre historique du PS, député depuis 1978, ou encore par M. Bayrou, que nous connaissons bien, et qui depuis 1982, quand il a été élu conseiller général des Pyrénées-Atlantiques, a occupé tous les postes de la République, tantôt à droite, tantôt au centre, tantôt à gauche, selon où le vent de ses intérêts le portait. C'est d'ailleurs sans doute ce vent mauvais qui a dû souffler jusqu'au Havre, puisqu'après avoir tenu pendant toute la campagne présidentielle une chronique dans Libération, dans laquelle il ne ménageait pas ses critiques à l'encontre du candidat En Marche, Édouard Philippe a finalement accepté d'être Premier ministre. Vous connaissez le dicton « Les paroles s'envolent, les écrits restent ». Eh bien, nous allons consulter quelques-uns de ces écrits. Dans sa première chronique dans Libération, le 18 janvier, M. Édouard Philippe dit de M. Macron, il dit « C'est un tribun adepte d'un populisme désinvolte, qui n'assume rien, mais promet tout, avec la fougue d'un conquérant juvénile et le cynisme d'un vieux routier. » Il remet ça un mois après, le 15 février, je le cite toujours, « À la France paralysée, il ordonne « Lève-toi et en marche !» Et tout ça, tout seul, sans réel programme, ni réelle équipe, il suffit de croire en lui, d'avoir la foi. Voilà donc, mes chers amis, la clé. Édouard Philippe a été touché par la foi au lendemain du 7 mai. Mais en matière de reniement, la panne revient quand même incontestablement à M. Bruno Le Maire. Candidat à la primaire de la droite et du centre, alors qu'il était interrogé par des chefs d'entreprise, il déclarait « Je ne crois absolument pas à ce ni droite ni gauche. Ce n'est pas sain pour le débat démocratique et je pense que c'est faux. Il y a une gauche et il y a une droite. » Aujourd'hui, nommé ministre de l'économie, il affirme n'avoir jamais été aussi heureux de sa vie politique et se dit totalement en phase avec le projet du nouveau président. Pourtant, a-t-il oublié qu'il a été candidat à la primaire et qu'il portait un projet? Et entre autres, dans son projet, il y avait la baisse de la CSG d'1,5 point, qui était le gage indispensable à ses yeux pour donner confiance aux Français et assurer le succès des grandes réformes.
Eh bien, mes chers amis, il va être le ministre qui va l'augmenter de 1,7 points. Candidat à la primaire, il voulait alléger la fiscalité des successions au nom du respect des fondements du droit de la propriété. Eh bien, il va être le ministre qui va la renforcer. Candidat à la primaire, il voulait supprimer l'ISF, qui touche, disait-il, injustement les propriétaires de leur logement. Eh bien, il est le ministre qui va mettre en place la taxation de l'immobilier voulue par M. Macron. Et comme il dit, il ne s'est jamais senti aussi bien. Vous en conviendrez, mes chers amis, tout cela n'est pas bien sérieux et derrière les grands et beaux discours, ce à quoi nous assistons en réalité, ce sont des débauchages individuels, des aventures personnelles et des petites manœuvres qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de la France ou le renouveau de l'action politique. On en trouve d'ailleurs l'illustration jusque dans notre circonscription. Et je dois vous avouer que ce soir, j'éprouve de la compassion pour tous ceux, jeunes ou moins jeunes, qui ont cru à la promesse du renouveau, qui se sont engagés avec enthousiasme et qui, le cœur plein d'espoir, ont rempli leur formulaire de candidature sur Internet. Eh bien, finalement, ils ont été dégagés au profit d'une année et qui, à chaque fois qu'elle a occupé un poste, a marqué les esprits par son manque de loyauté. Élu à Antony, mais là, Patrick, comme dirait Aznavour, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Elle a été remerciée par le maire de l'époque, et je parle sous ton contrôle, élu au Conseil régional d'Île-de-France, sous l'étiquette UDI, mais de la liste de Paris. Elle a été de nouveau remerciée par Madame Pécresse quelques mois seulement après son élection, et elle a rejoint le groupe écologiste et citoyen où siège notre amie Madame Cos. Vous le voyez, en matière de renouveau, ce qu'on nous propose en réalité, c'est du recyclage. Ils essaient également de brouiller les cartes et de tromper les électeurs en présentant une candidate qui serait centriste. Et quand on regarde les soutiens dont elle bénéficie dans nos villes, ce n'est pas l'UDI qu'on en trouve. L'UDI, elle est là, avec Philippe Laurent, avec Pascal Colin, avec Patrick Donat, ils sont là, à mes côtés, l'UDI de la circonscription. Mais qui on trouve réellement à côté de la candidate? Eh bien, on trouve M. Péchanski, patron du PS de Bourg-la-Reine. On retrouve Mme Butlas, élue d'opposition socialiste de Châtenay-Malabry. Et pour Antony, on retrouve quelqu'un qui, je crois, n'a jamais été élu, mais qui participe à toutes les campagnes. Je l'ai vu aux côtés de M. Langfried, il y a 5 ans. Je crois qu'il s'appelle Dominé, qui est un militant socialiste. Eh bien, en réalité, ce sont les socialistes qui sont autour d'elle et les socialistes qui combattent notre action de maire en faveur de nos villes et de ceux qui y vivent et qui espèrent ainsi se refaire une virginité en profitant de la confusion ambiante et de la grande opération de recyclage en marche. Eh bien, nous, mes chers amis, nous ne sommes pas des jouerettes. Nous sommes fidèles à nos valeurs et à nos idées. Nous sommes là ce soir parce que nous avons des convictions et elles passent avant les ambitions individuelles et les aventures personnelles. Et ce n'est pas être sectaire que de vouloir les affirmer, les défendre et les partager.
Ce n'est pas être sectaire que de refuser de céder à l'injonction qui nous est faite de transformer ces élections législatives à un vaste plébiscite qui donnerait un chèque en blanc au président élu. Ce n'est pas être sectaire que de refuser de rentrer dans le rang à marche forcée en continuant à affirmer avec la même force que nous sommes toujours en désaccord sur de nombreux points avec le programme de M. Macron. Par quel tour de passe-passe ce programme qui, au premier tour, avait convaincu moins d'un quart des électeurs, serait-il soudain devenu aujourd'hui l'expression de l'union nationale? Non, ce n'est pas du sectarisme, c'est de la cohérence. Et cette cohérence, nous la devons à nos idées, nous la devons à nos concitoyens, nous la devons à la France. Pour ma part, elle fonde mon engagement et mes choix politiques depuis toujours. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à changer. Car cette cohérence, cette clarté dans les positions que nous prenons, c'est la condition indispensable de la réussite de l'action publique et de la confiance des Français envers leurs élus. Ce n'est pas en jouant sur les ambiguïtés, en évitant soigneusement tous les sujets qui fâchent et en orchestrant les débauchages individuels que j'ai été élu avec 67% des voix au premier tour des dernières élections municipales dans ma ville. Non, c'est en proposant un cap clair, en étant attentif aux réalités du terrain et aux préoccupations des habitants, en m'efforçant toujours d'expliquer, de convaincre, et surtout en ne promettant pas tout et son contraire, que j'ai réussi un tel rassemblement des Châteaunésiens. On ne rassemble pas en restant dans le flou. On ne rassemble pas en caporalisant tout le monde dans un seul bloc et en vouant aux gémonies ceux qui s'y refusent en les taxant de sectaires ou d'archaïques. La volonté du président élu et de ceux qui l'ont rejoint de constituer une seule force de gouvernement autour d'un parti unique et non seulement un contresens politique, mais aussi et surtout une faute qui fait peser sur notre démocratie un réel danger. C'est un contresens parce qu'il ne suffit pas de décréter que le clivage gauche-droite est dépassé pour mettre un terme au débat qui, depuis la Révolution française, structure l'histoire de la République. Aujourd'hui comme hier, il y a des Français qui pensent que c'est avant tout par la confiance en l'initiative individuelle et non pas seulement par la norme collective que la société évolue et se transforme, que c'est par la liberté et non par l'égalitarisme, par l'affirmation de la responsabilité individuelle et non par la culture de l'excuse, par l'effort et le mérite et non par l'assistanat, par la conscience de ses devoirs et non pas uniquement par l'exigence de ses droits, que chacun peut trouver la voie de la réussite et avoir sa place, toute sa place, au sein de la communauté qui existe dans notre République, la communauté nationale. Mais indépendamment de l'imposture qui voudrait nous faire croire que les différences ont disparu depuis l'avènement de M. Macron, cette volonté de construire un parti unique par-delà la droite et la gauche est porteuse d'un risque majeur pour notre démocratie. Après avoir atomisé le Parti socialiste, le président élu s'emploie, avec un machiavélisme méthodique, à neutraliser la droite et le centre. S'il y parvient, s'il réussit à imposer le silence au pluralisme des expressions politiques, s'il n'a pas une opposition parlementaire issue de nos rangs, il ne restera alors face à lui que les extrêmes ou la rue. Le débat d'idées, la confrontation des projets indispensables au bon fonctionnement démocratique
laisserait alors la place à une logique d'affrontement entre ce parti unique et d'un côté l'extrême gauche, de l'autre l'extrême droite. Eh bien moi, contrairement au président élu, je n'ai pas envie que l'affrontement du deuxième tour entre M. Macron et Mme Le Pen structure le débat politique dans notre pays pour les 5 prochaines années, avec éventuellement M. Mélenchon en embuscade. Je ne me résigne pas à ce que la seule alternative au programme d'En Marche, ça soit le populisme irresponsable des extrêmes ou la violence de la rue. Vous l'avez compris, mes chers amis, l'enjeu de cette législative, c'est d'éviter cette alternative mortifère en donnant à la droite et au centre un groupe fort à l'Assemblée nationale, capable ainsi de peser sur la politique du président élu. L'enjeu de cette élection, c'est de garantir dans notre pays un débat apaisé qui seul permettra de réconcilier les Français, dont le premier tour de l'élection présidentielle a montré combien ils étaient divisés. Oui, l'enjeu, c'est de réconcilier les électeurs de mai et ceux de juin, pour engager une véritable démarche de rassemblement, fondée non pas sur les débauchages individuels et la confusion des idées, mais sur la clarté des projets et des propositions, sur une approche constructive pour relever la France et redonner espoir aux Français. Pas d'opposition systématique, mais pas de chèque en blanc non plus. C'est l'état d'esprit qui m'anime, comme tous les candidats qui portent aujourd'hui les valeurs de la droite et du centre. Depuis quelque temps, et jusque dans nos propres rangs, on entend qu'il faudrait donner sa chance et une majorité à M. Macron. Mais c'est à la France qu'il faut donner sa chance. C'est à la France qu'il faut donner la seule majorité qui portera une authentique ambition réformatrice, c'est-à-dire la nôtre. Bien sûr, nous avons, avec le projet d'En Marche, des points de convergence sur la réforme du Code du travail pour libérer le dialogue social au sein de l'entreprise, sur la compétitivité pour alléger les charges qui pèsent sur les entreprises et les ramener au niveau de la moyenne européenne, sur la promotion des circuits courts dans les cantines et les restaurants d'entreprise, ou encore en matière d'éducation, sur l'autonomie des établissements et le renforcement des apprentissages fondamentaux. Je ne vais pas m'opposer par principe à ces mesures qui vont dans le bon sens. Je les voterai sans hésiter. Et je mettrai d'ailleurs toute mon énergie et ma détermination pour qu'elles aillent le plus loin possible et que nous ne nous arrêtions pas, comme ce fut trop souvent le cas, à mi-chemin, pour ménager les intérêts des uns et satisfaire les revendications des autres. Mais si nous avons des points d'accord, nous avons aussi des divergences de fond, et je m'opposerai avec la même vigueur aux mesures qui seront contraires à l'intérêt de la France et des Français. Je refuse, comme vous, la hausse de la CSG de 1,7 point, alors que nous avons le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé d'Europe. Ce n'est pas en continuant d'augmenter les impôts, mais en réduisant que nous retrouverons le chemin de la croissance. Les Français ont payé depuis 2012 plus de 50 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. Eh bien, il est urgent de leur redonner du pouvoir d'achat en baissant de 10% l'impôt sur le revenu et en revalorisant toutes les petites retraites et en renouant avec une politique volontariste pour les familles, grandes perdantes du dernier quinquennat et pour lesquelles, tu l'as dit, M. Macron ne propose strictement rien. Je refuse également que les collectivités territoriales, elles aussi, tellement malmenées au cours des 5 dernières années, continuent d'être les boucs émissaires
d'un État incapable de se réformer, d'un État qui impose à nos départements et à nos villes des efforts disproportionnés qu'il évite soigneusement de s'appliquer à lui-même. Après les 12 milliards d'euros de dotations perdues sous M. Hollande, ce sont 10 milliards d'euros que M. Macron veut encore retirer à nos collectivités. Député, je m'opposerai avec la plus grande détermination à ces coups de boutoir, à cette volonté de dépouiller les communes de leurs compétences pour les réduire à de simples organes de représentants de l'État. Je suis maire, comme Jean-Yves, comme Philippe et comme Patrick l'a été. Je sais que la commune est plus que jamais un atout pour notre pays, car c'est un échelon de proximité incomparable pour comprendre les préoccupations de nos habitants et répondre à leurs attentes. C'est la commune qui s'occupe de nos enfants et de nos aînés. En tant qu'adjointe déléguée aux seniors, tu sais combien cette mission est importante, ma chère Véronique. C'est la commune qui finance les crèches, c'est la commune qui décide de l'urbanisme et qui embellit notre cadre de vie. C'est la commune qui contribue au premier chef à la vitalité de nos territoires, en lien avec le monde associatif, par ses actions en matière culturelle ou sportive. C'est elle encore qui assure des missions de solidarité essentielles à la cohésion de notre société. Oui, ce sont les maires qui, par leur implication et leur persévérance, font avancer les dossiers qui concernent la vie quotidienne de concitoyens, même quand cela ne relève pas directement de leurs compétences. Je pense, notamment, on a parlé de la 920, Patrick, moi je pense au RERB, que les habitants de nos villes utilisent chaque jour. C'est parce que les maires se sont regroupés au sein de l'association des villes du RERB Sud pour relier ensemble les doléances des usagers, faire des propositions et mettre la pression sur les opérateurs en charge de cette ligne, que des améliorations ont pu être apportées, notamment pour la ponctualité. Alors qu'à peine 70% des trains étaient à l'heure début 2013, ce taux frôlait les 90% en février de cette année. Malheureusement, depuis quelques mois, le démarrage des travaux à Arcueil-Cachan pour le métro du Grand Paris a provoqué de nouveau des perturbations importantes. Et là encore, ce sont les maires, mon cher Philippe et mon cher Jean-Yves, qui sont montés au créneau et qui se battent pour que les usagers du RERB ne fassent pas les frais de ce chantier certes important. Croyez-vous que la candidate En Marche, pourtant élue à la région, laquelle région est compétente en matière de transport, ait engagé la moindre action pour trouver des solutions? Pas le moins du monde, ça ne la concerne pas. De toute façon, elle habite à Ville d'Avray. Et sous prétexte qu'elle vient d'atterrir dans notre circonscription, elle voudrait maintenant nous faire croire qu'elle va s'en occuper. Elle ignore tout ce dossier que l'on suit depuis 10 ans, des mots, toujours des mots, encore des mots, rien que des mots. Eh bien, les maires, eux, ils ne se paient pas de mots. Les maires, eux, ne sont pas des élus hors sol, qui passent d'un territoire à un autre en fonction de l'élection. Ils sont ancrés dans leur ville, confrontés à la réalité, engagés sur le terrain, aux côtés de leurs habitants pour obtenir des résultats. Les Français, vous l'avez dit d'ailleurs, ne s'y trompent pas, sondage après sondage, leur attachement à leur commune et la confiance qu'ils passent dans leur maire. C'est au nom donc de cette défense indispensable de nos collectivités que je refuse, et vous l'avez évoqué également, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers. D'abord parce que c'est une mesure injuste, dont les ménages les plus modestes ne tireront aucun bénéfice, puisque tu as dit Jean-Yves, ils en sont déjà exonérés. Et surtout, parce que c'est une remise en cause essentielle de la libre administration de nos collectivités. Et nous savons bien que l'État, même s'il nous promet de nous compenser, eh bien, nous avons par habitude, et nous savons bien que la compensation, c'est la première année, mais que les années qui suivent, malheureusement, ça diminue.
Mais cette dernière mesure se cache l'augmentation de la taxe d'habitation. Parce que si on perd 80%, ou on réduit les services, ou on risque d'être obligé d'augmenter les 20% de la taxe d'habitation restante, ou la taxe foncière que paient tous les propriétaires. Mais ça, on l'a compris, il faut faire la chasse aux propriétaires. D'abord, vous voyez ce qui passe sur l'ISF. Sur l'ISF continuera à exister sur l'immobilier uniquement. Seuls, donc, les propriétaires resteront assujettis. Eh bien, nous sommes cohérents, nous allons au bout de la logique, nous voulons supprimer intégralement l'ISF sur le capital comme sur le patrimoine. Dans ce domaine, je vous invite d'ailleurs, mes chers amis, à la plus grande vigilance, car nous ne sommes pas sans doute au bout de nos surprises. Je ne sais pas si vous avez vu ce que prône le concepteur du programme fiscal d'En Marche, très proche de M. Macron. C'est l'inventeur d'une formidable idée. Un loyer pour tous les propriétaires. Oui, mes chers amis, vous avez bien entendu. Selon cet économiste de haut vol, paraît-il, les propriétaires devraient être taxés pour l'occupation de leur propre logement, au motif que cette occupation serait assimilable à un loyer qu'ils se verseraient à eux-mêmes, donc à un revenu taxable au titre de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Alors, il faut être honnête, si vous remboursez encore un emprunt que vous aviez en place pour devenir propriétaire, vous ne serez pas assujetti. Et si vous avez fini enfin de rembourser votre prêt et qu'on considère que vous pouvez louer votre appartement 1 500 €, eh bien, vous devrez mettre dans votre déclaration d'impôt 1 500 € multipliés par 12 et vous paierez donc des impôts là-dessus. Celle-là, il fallait quand même être sacrément retors pour arriver à la trouver. Mais c'est probablement encore un très haut fonctionnaire qui est à l'origine de cela. C'est donc cela, ni la droite ni la gauche, c'est cela, la promesse de renouvellement et la libération des énergies dont notre pays a besoin. Oh, je pourrais encore détailler bien des sujets sur lesquels nous sommes en désaccord. La réforme des retraites, on n'en parle plus, il n'y en a plus, on n'aura pas de tout le quinquennat alors qu'elle est indispensable pour assurer la pérennité de notre système de répartition. La mise en place d'un service national d'1 mois pour 15 milliards d'euros de dépenses supplémentaires alors que les finances publiques sont exsangues. Et puis je pourrais citer encore le maintien de la contrainte pénale de Madame Taubira qui fait de la prison l'exception pour les délits passibles d'une peine de moins de 5 ans. Sur toutes ces questions, nous ne pouvons pas en rester au statu quo ou aux demi-mesures. La situation de notre pays exige de l'audace et du courage. Alors mes amis, les 11 et 18 juin prochains, donnons à l'Assemblée nationale une majorité de la droite et du centre. Et à ce moment-là, nous verrons bien où est la volonté du rassemblement. Nous verrons bien si M. Macron est toujours au rendez-vous de l'ouverture, la vraie, pas celle qu'il prône aujourd'hui, faite de débauchage individuel, j'en ai parlé, et d'embrigadement dans un parti unique, car ça, c'est en réalité une stratégie de fermeture et de repli sur soi. Non, l'ouverture que nous voulons, c'est celle qui se fait dans le respect de la diversité, des expressions et des partis politiques. L'ouverture qui ne cherche pas à les faire disparaître, mais qui au contraire s'appuie sur eux pour faire émerger une majorité d'idées au service du redressement de la France. Une coalition rassemblée autour d'un projet défini et cohérent, comme ceux-là
a pu être mis en place en Allemagne, en Italie ou en Grande-Bretagne. Pour cela, c'est simple. Pour y arriver, il faut que nous soyons majoritaires. Alors, mes amis, je compte sur vous. Vous devez être les artisans de notre victoire. Ne ménagez ni votre temps, ni vos efforts pour convaincre vos voisins, vos amis, vos proches. Allez chercher les voix une par une pour que dimanche 11 juin, nous soyons en tête du premier tour et qu'ensemble, nous puissions impulser la dynamique qui nous conduira à la victoire le 18 juin. Je compte sur vous et vous savez que vous pouvez compter sur moi, car ma priorité, c'est vous.